En fait, toute ma vie, il y a eu quelque chose qui allait pas. Sauf que toute ma vie, comme beaucoup de gens, bah, je fais avec, quoi. Je gère, je vis, je me consacre à mon activité professionnelle, je mets de l'énergie ailleurs. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue où je reçois Stéphane Alix qui va nous parler à cœur ouvert de son chemin, de la manière dont il a exploré les, euh, les frontières de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut connaître, et qui dans son dernier livre évoque un traumatisme terrible qu'il a vécu enfant. Bonjour Stéphane, Bonjour je suis Fabrice. très content de te recevoir. On va parler de ton dernier livre, qui est un livre très secouant, très bouleversant, très émouvant, qui est un peu, j'ai l'impression, un achèvement d'un travail que tu mènes depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et je me suis dit, plutôt que sauter comme ça à pieds joints dans ce qu'est le livre, tu y reviens aussi de cet engagement qui est à la fois une recherche de ce que tu es toi-même, de ce qui fait problème dans une existence. Et donc on pourrait parler comment, en partant d'une interrogation sur toi-même, ça t'a ouvert à plein d'autres champs, posé plein de questions. Voilà ce que je voudrais un peu explorer. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où le questionnement, ce questionnement intense qui t'habite, a commencé? Euh, je me souviens adolescent, j'ai commencé assez tôt à être en échec scolaire. Enfin, le système scolaire a commencé assez tôt à être en échec avec moi. Et ma mère a cherché désespérément des choses alternatives pour que je puisse quand même m'épanouir et apprendre. Et elle a trouvé une pension extrêmement bizarre, tenue par une femme qui avait un fort caractère, qui prenait que quelques élèves dans une espèce d'école un peu summerhill, où je me suis retrouvé voilà, en classe de quatrième, troisième. Et je me souviens d'une sortie où on était partis, les quelques élèves de cette pension, de cette école bizarre, au bord de la mer. Et pendant le trajet, je regardais par la fenêtre du bus et je voyais le monde, je voyais les gens. Et j'avais l'impression de voir un monde anesthésié, de voir des gens qui se posaient aucune question, de voir des gens éteints. Parce que moi, je me sentais enflammé, enflammé de désir, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette réalité. Est-ce qu'il y a des choses qui se cachent derrière ce que je vois? Enfin, le monde ne peut pas se réduire à ce que je vois par les fenêtres du bus, quoi. Et j'ai demandé à cette femme qu'on surnommait la marquise. Je lui ai dit: «Marquise, pourquoi est-ce que les gens sont comme ça?» Et elle m'a regardé et elle m'a dit: «Parce qu'ils sont pas comme toi, Stéphane». Et j'ai pas très compris ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, mais aujourd'hui, quelques décennies après, je le comprends mieux. J'ai toujours eu, je pense, ce dont tu parles, c'est-à-dire cette espèce de désir absolu de comprendre, ce qu'on fait là, qui était brûlant, brûlantissime pendant l'adolescence. Et puis dans mes premières années d'entrée dans l'âge adulte, comme j'ai choisi un métier complètement autodidacte, comme j'ai voulu devenir reporter de guerre très, très jeune, j'ai d'une certaine manière mis une sorte de mouchoir sur ces questions existentielles. C'est marrant, j'avais des aspirations spirituelles adolescents que j'ai complètement écrasées à 18, 19 ans en partant dans des pays en guerre. Et c'était pour moi une sorte de, de, de- de mécanisme de va-et-vient entre des espérances spirituelles et une confrontation à la réalité la plus dure du monde. Et donc, j'ai écrasé ces aspirations. Pour moi, tout d'un coup, le monde et la réalité n'étaient plus réduits qu'à des gens qui se battent. Tous ceux qui, pour moi, réfléchissaient à des questions spirituelles étaient des ânes, parce que la réalité, c'était juste le combat. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai interviewé le Dalai Lama, j'avais 21 ans, et je revenais d'Afghanistan, et je ne comprenais pas comment ce gars-là pouvait prôner la non-violence alors que son pays était envahi par les Chinois et qu'il avait même interdit à des combattants tibétains de se battre contre les Chinois. Donc j'étais un espèce de petit crétin qui le questionnait sur mais comment est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité de demander même à des combattants Kampa d'arrêter de se battre. Donc il y avait toujours cette espèce de va-et-vient. Mais voilà, ces premières années de journalisme, en fait, ont écrasé et éteint complètement ce questionnement qui est revenu de façon définitive après la mort de mon frère en 2001. J'avais 32 ans, lui venait d'en avoir 30. Et cette confrontation à la mort
a tout d'un coup refait jaillir instantanément ce désir d'avoir du sens, ce désir de comprendre au-delà des apparences dans quelle réalité je suis, parce que le monde ne pouvait pas, la réalité ne pouvait pas se réduire à juste ça, quoi. On n'est pas juste des sacs de viande qui s'arrêtons de vivre de façon hasardeuse et arbitraire, comme ça pour rien. Et donc depuis 2001, j'ai plus jamais pu éteindre ce feu, ce questionnement, ce désir, et ça m'a poussé à être absolument radical dans ma recherche de compréhension, ma recherche de sens, et à ne refuser jamais aucune expérience jusqu'à effectivement celle-ci. Parce que, aussi peut-être, la difficulté que tu as eue jeune, c'est que la spiritualité, son image, sa manière dont elle est présentée, est très éthérée. Et qu'au fond, un des enjeux de ta quête, c'est de sortir au fond, pour nous, la spiritualité, dans notre monde, elle est un peu éthérée. Elle est coupée d'un questionnement rigoureux et solide. Elle est coupée d'un rapport scientifique. Elle est un peu naïve. Elle est coupée du mal, au fond. On a l'impression quand on est dans la spiritualité, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de mal, etc. Et au fond, peut-être que ton travail, tu vas revenir à la question spirituelle, mais en montrant qu'elle est en pleine prise sur tous les problèmes à la fois généraux et aussi sur sur un questionnement personnel très, très fort. Voilà, il ne s'agit pas de partir un peu sur un petit nuage, mais d'entrer dans le dur de la vie. C'est vrai que ma confrontation assez jeune à la dureté de ce monde a, comment dirais-je, m'a vacciné peut-être du petit nuage. C'est-à-dire que j'ai aucune culture, j'ai aucune formation même philosophique. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'école après un mois de terminale, donc j'ai jamais fait de philosophie. J'ai pas eu de culture et d'éducation religieuse. J'avais juste des grands-parents qui allaient à l'église le dimanche, et j'ai été baptisé, et point. Ça s'est arrêté là. Donc à la maison, à part les questionnements de ma mère qui faisait de l'astrologie, qui s'intéressait à des questions spirituelles, mais qui faisait ça de façon extrêmement discrète, j'avais aucune culture, aucune éducation dans ce domaine-là. C'était plus une espèce d'aspiration sans forme qu'il y avait au fond de moi. Je ne savais pas où aller, j'avais aucune direction vers laquelle me tourner. Si ce n'est voilà, une curiosité vers l'ésotérisme. Voilà, quand j'avais 14, 15 ans, je lisais. Mais tu vois, par exemple, j'ai découvert un jour un livre d'Hélène Blavatsky, qui est une personne qui me fascinait. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que ma mère avait ce livre que je cherchais depuis des mois dans les bouquinistes. Voilà, donc même spontanément, on n'avait jamais eu d'échanges comme ça initiaux. Mais cet intérêt vers l'ésotérisme était vers la fiction. J'étais un fan absolu de Lovecraft, par exemple, de Lautréamont, dans cette espèce d'espace entre le spirituel, le bizarre, le fantasmatique, le fantastique. Et en fait, c'était peut-être complètement irréel, c'était peut-être complètement fantasmé adolescent, ce qui fait que quand je me suis retrouvé avec des Moudjahidines en Afghanistan, la réalité du combat, la réalité de la guerre, la réalité de cette réalité si dense et si abrupte a rendu complètement léger et inutile ce que j'avais connu auparavant, et j'ai eu un espèce de mouvement de rejet. C'est-à-dire que pour moi, l'ésotérisme et ce que j'avais pu découvrir adolescent ne tenait pas la route devant la réalité de gens qui se battent, quoi. Parce que souvent, il est présenté de manière trop fantasmée. Et on comprend qu'à ce moment-là, le choc initial qui te remet dedans, c'est la mort de ton frère, parce que là, c'est pas le rêve qui va t'aider, c'est quelque chose qui va entrer dans la gravité de l'expérience. Et puis il y avait quelque chose qui était pour moi vraiment important et que j'ai tout le temps eu attaché, peut-être grâce à ce premier voyage que j'ai fait en Afghanistan, où j'ai rejoint des résistants clandestinement en Afghanistan. Après ce voyage-là, je ne pouvais plus entendre de discours désincarnés. C'est-à-dire, je pouvais... ça m'a rendu un peu stupide et un peu réfractaire à toute pensée spirituelle, parce que il fallait que... Comment dirais-je ? La spiritualité qu'on me proposait, il fallait qu'elle puisse aller avec aussi cette réalité que j'avais vue en Afghanistan. Vivre sa spiritualité tout seul dans son coin, préserver des aléas du monde, ça me paraissait déjà complètement stupide. Je me souviens que mon frère Thomas, qui est décédé, il avait aussi ces mêmes aspirations. Il est parti en voyage très tôt, et lui, il s'est rendu plusieurs fois à Auroville, dans le sud de l'Inde. Il a lu tout chez Aurobindo, il a lu tout Mère, il a lu tout Satprem, enfin il était complètement fan de ça.
Mais il était aussi extrêmement déstabilisé de voir ce qu'était devenu Auroville. Il s'attendait à y trouver un espace absolument miraculeux qui était l'incarnation de ce qu'il avait lu dans Aurobindo. Et il arrive en fait dans un club de frustrés, comme le sont tous les regroupements qui essaient de suivre une utopie en fait. Je ne parle pas spécialement d'Auroville, hein, je ne connais pas moi-même, mais il était très déçu parce qu'il a retrouvé des hommes comme les autres en fait, avec leurs défauts et leurs qualités. Et donc moi j'ai approché un peu le bouddhisme de façon très, très grossière en fait à 20 ans, 21 ans, parce que je me suis beaucoup intéressé à la cause tibétaine, mais j'y suis arrivé par le politique. J'y suis arrivé en m'intéressant à la façon dont la CIA avait noyauté la résistance tibétaine. Et comme je t'ai dit, quand j'ai rencontré le Dalai Lama, c'était pas du tout le leader spirituel que je rencontrais, c'était le leader politique. Et je comprenais rien au bouddhisme, et ça m'intéressait pas. Et je voyais juste des Occidentaux à Dharamsala se prosterner devant des lamas. Il leur aurait dit de se jeter par la fenêtre et il l'aurait fait. Je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Je me dis, est-ce que c'est ça la vraie spiritualité, de se mettre tout nu et de se mettre allongé devant un lama qui n'a pas spécialement l'air d'être Dieu, quoi. Mais j'avais aucune culture de... Non, revenons à Oui. au choc de ton frère, parce que là, c'est un des premiers grands passages et interrogations. Donc ton frère meurt avec toi alors qu'il est en Afghanistan. Et est-ce que tu peux raconter un peu le choc et le questionnement qui va naître et ce que ça va induire? Ça s'est fait sur la durée, mais donc c'est arrivé dans un temps qui était déjà bien compliqué. J'étais en Afghanistan et j'avais emmené mes frères, une équipe entière à Kaboul pour une mission que j'avais créée pour la Société des explorateurs français. C'était une espèce de folie, mais ça j'en ai fait quelques-unes dans ma vie. L'idée était l'Afghanistan était à ce moment-là aux mains des talibans. Et moi, je connaissais très bien le pays, j'avais une capacité à voyager assez facilement dans ces espaces-là. Et j'ai une telle passion pour l'Asie centrale et ce pays que je voulais y passer du temps, non plus pour m'intéresser aux dernières décennies de guerre, mais m'intéresser à l'histoire et à la naissance du visage du Bouddha, qui est né dans les plaines de Bactriane, à m'intéresser à cette histoire plurimillénaire qui a traversé tout ce coin d'Asie centrale. Et donc, il m'est venu l'idée, comme ça, en 2000, d'installer un bureau de la Société des explorateurs français à Kaboul et d'essayer de remettre en œuvre une sorte de collaboration entre les services archéologiques afghans et les services archéologiques français, non pas pour refaire des fouilles archéologiques, mais au moins pour voir l'état de préservation du patrimoine, à un moment où les talibans ont mis sous cloche ce pays-là. Et pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, j'en sais rien. J'ai découvert longtemps après qu'au moment où cette idée naît en moi, au moment où je vais à Kaboul pour convaincre les autorités de me laisser ouvrir un bureau, il y a déjà au sein du gouvernement taliban, qui est composé d'une quelques dizaines de mollahs, une bataille entre certains qui veulent détruire les grands bouddhas de Bamiyan et d'autres qui disent non, non, c'est une ânerie, si on fait ça, plus personne ne nous aimera, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous aiment. Et donc, sans que je sache du tout que ce débat anime déjà à l'intérieur des talibans, moi j'arrive avec ce grand projet et j'ai un interlocuteur qui est ministre des Affaires étrangères du gouvernement taliban, qui est un mollah que je connaissais depuis les premiers temps du mouvement taliban, que j'avais rencontré très tôt. Et il fait partie des modérés du mouvement et quand je lui propose ça, il me dit bah, allez-y, montez votre projet. Et donc pendant ces mois-là où je m'installe à Kaboul, avec comme premier objectif d'aller à Bamiyan et d'aller faire un inventaire non seulement des 2 statues, mais de toutes les grottes avec les fresques qu'il y a dans cette vallée, la bataille fait rage au sein du mouvement taliban et va arriver jusqu'à la décision en février 2001 de Mollah Omar de détruire les 2 Bouddhas. Il s'est laissé convaincre par quelques durs du régime. Et moi, je suis à Kaboul ce jour-là, je me souviens précisément. Je suis avec l'attaché français qui est installé de temps en temps à l'ambassade à Kaboul. On est en train de dîner et il y a son assistant qui vient lui murmurer à l'oreille que sur Radio Sharia, Mollah Omar vient de décréter la destruction des Bouddhas. On est arrivé 2 jours avant à Kaboul pour s'installer définitivement. On a une grande maison que j'ai louée dans le centre de Kaboul. Et je ressors de l'ambassade. Il y a Farhan, mon chauffeur, qui est un Pashtun de l'Est, qui me regarde, qui vient d'écouter Radio Sharia aussi. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Et on est tous stupéfaits. On dit mais comment une telle ânerie peut être possible, comment ils peuvent faire un truc pareil? Et donc
on s'aperçoit que c'est une décision qui va vraiment être mise à exécution. Et, euh, et moi, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment? Et moi, déjà, à ce moment-là, j'ai l'envie de... Je suis journaliste pour essayer de faire se comprendre les gens les uns avec les autres. Pas les gens qui s'entendent bien, pas les gens qui sont d'une même culture, mais les gens qui sont opposés. Et pour moi, à cette époque de l'histoire, entre les talibans et l'Occident, il y a des terrains où on pourrait créer un espace de dialogue. C'est pas des gens complètement stupides, c'est pas des gens complètement... euh, euh, Enfin, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans certains coins du Levant. Enfin bon, bref, c'est un débat qui c'est un peu hors sujet. Mais donc dans les semaines qui suivent ce décret de Molla Oumar, je décide de quand même rester et d'essayer de me mettre au service de l'envoyé spécial de l'UNESCO et des autorités pour aller voir ce qui peut être sauvé, aller voir ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre-là que, dans un accident de voiture, une de nos voitures part dans un fossé et que les 4 occupants sont tués, dont mon frère. Et moi, j'étais dans la première voiture, on descendait sur un site archéologique au sud de Kaboul ce jour-là. Et donc l'accident arrive. Enfin, je suis 2 minutes après devant la voiture, dans le fossé, devant les corps. Et là, je fais l'expérience de ce dont je parle aussi aujourd'hui dans ce livre, de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est-à-dire quand on est confronté à des choses trop, 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 trop dures, notre âme nous protège, notre âme ou notre psyché. Les mots entre les psychiatres et les chamans vont être différents, mais ils désignent à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui s'en va, qui se déconnecte. Et je me souviens vraiment, vraiment de ce moment-là. C'est-à-dire que la voiture approche. Je distingue tout d'un coup la voiture de mon frère dans le fossé, je continue d'approcher et quand je suis à 30 mètres à peu près, je vois mon frère allongé en chien de fusil, j'ai l'impression qu'il est blessé, qu'il m'attend. Je sors de la voiture pour me diriger vers lui pour l'aider, parce que je crois vraiment qu'il est blessé à ce moment-là. Et en approchant, sans doute que je vois que son état, il est mort. Et là, mais je suis plus là. J'ai éteint, je n'ai gardé aucun souvenir de ces peut-être 5, 10, 20 secondes qui se passent. Et quand je reprends mes esprits, je suis assis à quelques mètres de son corps, et puis je redeviens actif. Euh, je m'occupe bon, qu'est-ce qu'il faut faire, ramener les corps à la maison, etc. etc. Et, et là, il y a quelque chose qui est peut-être une sensation qui va être, pour moi, une sensation qui est la naissance de mon intérêt et de ce qui fait que je suis face à toi aujourd'hui, c'est que je sens qu'il a besoin que je lui explique. Je réfléchis à rien. Hein. Tu sais, dans des moments pareils, toutes les pensées, tous les concepts sont balayés par la violence du réel. Donc je suis juste un animal instinctif. Et une de mes plus grandes... enfin, quelque chose qui me semble urgent à faire, c'est de lui expliquer ce qui vient de se passer. À tel point que je m'agenouille devant son corps, je lui prends la main et je regarde au-dessus de son corps, dans le vide, j'agis vraiment comme un animal, et je lui dis: Thomas, t'es mort, Thomas, t'es mort, je vais m'occuper de te ramener, je vais m'occuper de toi. Comme s'il fallait que je l'explique, comme s'il était là, perdu, ce n'est que des années plus tard, en lisant Shogam Trokpa, en lisant le Bardo Todol notamment, que je découvrirai, et puis en entendant les médiums, enfin en faisant tout le travail d'enquête sur ce qui se passe au moment de la mort, que je découvrirai qu'effectivement, dans ces premières minutes, ces premières secondes qui suivent le décès, précisément quand on meurt d'un accident de voiture comme ça, bah, tout ne s'arrête pas, notre conscience ne disparaît pas, on continue à être là, sans transition et d'une façon tellement surprenante et nouvelle que on a peut-être besoin parfois d'être guidé. Alors je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a des êtres de ce monde invisible qui viennent aider ceux qui viennent de mourir, mais que ceux qui sont vivants peuvent aussi aider. C'est d'ailleurs le propre du Bardo Todol, c'est pas toi que je vais expliquer, qui est de guider ce nouveau mourant, enfin ce nouveau mort dans ce nouveau monde dans lequel il pénètre. Et voilà, et cette sensation, elle était extrêmement forte, et, et il s'est même passé quelque chose, c'est-à-dire que l'accident s'est produit un jeudi, le jeudi saint. Une fois que j'ai dit ça à mon frère sur le lieu de l'accident, je suis vraiment entré dans un mécanisme de réaction. Bah, il fallait évacuer les corps. Quand on est arrivé à la maison à Kaboul, il y avait un autre Français qui était décédé, Vadim, et 2 Afghans.
Les Afghans ont été pris en charge par leurs familles, mais les 2 Français, il fallait qu'on fasse quelque chose et très, très rapidement, il s'est révélé qu'il n'y avait aucune installation, disponible à Kaboul pour conserver les corps. Donc il a fallu que je décide très, très vite de la marche à suivre. On a réussi à contacter les Nations Unies. On a pu évacuer les 2 corps dans des sacs mortuaires dans un petit avion pour Islamabad. Et arrivé à Islamabad, on est arrivé, je me souviens de cette fin d'après-midi, il y avait un orage monstrueux qui tenait sur la ville. Le consul de France nous attendait à l'aéroport. Il ne savait pas quoi dire, il était complètement, il ne savait pas quoi faire. Une ambulance nous attend, on va à l'hôpital d'Islamabad, enfin des hôpitaux d'Islamabad. On trouve une petite salle mortuaire au milieu de l'hôpital, un petit bâtiment pourri dans lequel il y a des frigos. Et là, je vais laisser mon frère et Vadim dans ces frigos, dans un petit bâtiment qui doit faire la taille de cette pièce. Et là, je ressens pas de la détresse, mais je ressens de la confusion. Et je sais très bien que ça vient pas de moi, la confusion. Je ressens que c'est mon frère qui comprend pas. Sauf que je suis quelqu'un de gentil, donc je veux pas embêter tout le monde avec mes ressentis. Je sens que le consul et tout le monde fait du maximum, donc on ferme le frigo, on s'en va. Et, euh, et le vendredi, cette confusion, elle est toujours là. Il faut que je retourne voir mon frère, il faut que je retourne dans cet hôpital. J'ose pas embêter tout le monde. Je suis quelqu'un voilà, qui n'aime pas embêter. Sauf que ce sentiment de confusion, il grandit, il grandit, il grandit. Et, euh, et là, je me dis, mais tiens, je pourrais peut-être demander aux Tibétains. Il se trouve que l'année précédente, j'étais à Dharamsala et j'avais fait un petit film pour Arte Info sur l'arrivée du jeune Karmapa qui venait de s'échapper du Tibet. Orgen Trinley, ce gamin de 14 ans qui venait de s'enfuir ou né à la barbe des Chinois. Et je l'avais rencontré, j'avais eu une rencontre assez bouleversante avec lui, qui était assez étonnant, parce que pour un gars de 14 ans, il dégage quelque chose de puissant. Et je me dis, tiens, je vais l'appeler, quoi. Donc je prends mon téléphone satellite, je téléphone au monastère Göto à Dharamsala, alors que c'était toujours systématiquement extrêmement compliqué de lui parler, impossible à lui, mais de parler même à ses assistants, c'était compliqué. Quelqu'un décroche au bout de la deuxième sonnerie, et c'est son assistant personnel, que je connaissais, que j'avais rencontré, et je dis à ce monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis journaliste français qui était venu il y a 1 an. Il me dit, ah oui, oui, je me souviens très très bien de vous, le Karmapa vous avait donné tel et tel conseil. Je suis estomaqué, et donc je lui explique sa situation, et je lui explique ce qui vient de se passer, et il me dit très naturellement, je vais le dire à sa sainteté, on va faire ce qu'il faut, je ne pose même pas question de savoir ce qu'il faut, enfin bref. Et je raccroche, soulagé, et une part de cette confusion disparaît. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'a fait le Karmapa ou si c'est la méthode Coué, mais le fait est que voilà, il y a un peu de confusion qui s'est dissipée. Euh, et à partir de ce moment-là, ma vie changeait, quoi. Ma vie changeait, c'est-à-dire que je ne pouvais plus revenir au journalisme que je faisais avant. Il y avait quelque chose de l'ordre qui était plus du tout importante, mais il a fallu du temps. Je voulais pas tourner la page à cette vie de reporter de guerre comme ça de façon abrupte. Je voulais pas tourner la page de façon brutale. Donc On pourrait dire là, il y a à la fois un début de questionnement sur ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'il y a après la vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui continue après la vie, et aussi comment cela pourrait apaiser ta douleur. C'est un peu tout ça, effectivement. Et à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui est pour moi extrêmement décisif, c'est que je suis le miroir absolument opposé de toi. C'est-à-dire qu'en philosophie, je suis une nullité absolue. J'ai aucune référence, aucune connaissance, rien. Donc je peux me raccrocher à aucune pensée, aucun philosophe pour penser un petit peu la mort, penser tout ça. J'ai pas de formation, comme je te l'ai dit, religieuse. Je crois en rien. Et à la limite, j'aurais cru en quelque chose. Je pense que ça aurait été balayé par la main de mon frère dans ma main, sa main morte. Donc à ce moment-là, je suis journaliste, et c'est en journaliste que je vais essayer de trouver des infos là-dessus.
Sauf qu'il me faut des années, hein, il me faut plusieurs années avant d'être capable de formuler cette question. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je vis, bah, le deuil comme les millions de gens qui perdent quelqu'un de proche de façon abrupte. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais même pas que j'ai mal en fait. Comme je suis un mec, je gère, je contrôle, je fais le costaud et je me fais manger à l'intérieur par la douleur que je n'exprime pas. Heureusement, ma femme, avec intelligence, me dit que j'ai peut-être besoin d'aide et que ça serait bien que j'aille voir un psy. Et comme j'aime ma femme, je l'écoute et j'y vais. Et c'est David Servan-Schreiber d'ailleurs que je rencontre pendant un tournage qui me propose de faire de l'EMDR et en quelques séances avec lui, je vais vraiment libérer quelque chose de profond. Mais au-delà de ça, voilà, je suis complètement désarmé parce que comment est-ce que dans notre société matérialiste, on aborde cette question qui est du domaine de l'immatériel? Comment est-ce qu'on l'aborde? Bah, soit par le biais de la philosophie, ce que tu fais, soit par le biais du religieux. Mais pour moi, la philosophie, j'avais pas d'outils, et le religieux, je voulais pas, parce que pour moi, le religieux, c'est des croyances, quoi. C'est pas réel. Enfin, j'en sais rien si c'est réel ou pas, mais c'est de l'ordre de la croyance. Donc, quelle que soit la puissance du religieux, c'est pas une démarche rationnelle pour moi. Ça échappe à la raison, c'est autre chose. Et à l'époque, je ne sais pas ce que c'est autre chose. Donc je veux, comme quand je fais une enquête sur le trafic de drogue, comme quand je fais une enquête sur le terrorisme, quand je fais mon métier de journaliste sur un terrain de guerre, je veux faire mon métier de journaliste sur la mort. Et il va falloir du temps avant que je commence à trouver les premières portes d'entrée. Les premières portes d'entrée, ce sont les expériences de mort imminente, ces récits de gens par millions qui disent, dans des circonstances proches de celles d'ailleurs qu'a connu mon frère Thomas, des accidents de voiture où là, on peut les ranimer, on peut les ramener, et au lieu de dire qu'ils étaient complètement inconscients, ils disent bah, c'est curieux, pendant que vous me ranimiez, j'ai vu toute la scène du dessus, j'étais en train de voler comme un petit oiseau. Et là, je me dis bon, bah, on peut peut-être savoir si c'est juste une hallucination, du délire. Et en fait, ce questionnement était ma porte d'entrée. Et plutôt que d'être résolu au bout de 15 jours, où j'aurais trouvé quelqu'un qui m'aurait expliqué, bah, oui, on sait très bien, en fait, le cerveau fait ci, puis ça explique ça, c'est juste des hallucinations, et en fait, quand on meurt, il ne se passe rien, bah, je découvre en fait un espace colossal d'incertitude. Je découvre que l'espèce de certitude dans laquelle notre monde vit, que le spirituel, c'est juste des croyances, que le cerveau fabrique la conscience, que sous-entendu, quand notre cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus rien, que tout ça est évidemment acquis et qu'on est tous d'accord là-dessus, bah, c'est pas acquis du tout, c'est pas démontré scientifiquement, c'est juste une hypothèse qui, par la magie de l'autoconviction, s'est transformée en une espèce de vision du monde certaine, mais qui n'est absolument pas certaine et qui n'est démontrée par rien. Et ça, en tant que journaliste, pour moi, c'est formidablement excitant. Et, mais à ce moment-là, je reviens juste sur ta remarque, je ne cherche pas forcément l'apaisement. Je suis dans une démarche de curiosité. Et du fait que je sois journaliste et du fait que je sois concerné personnellement, parce qu'il s'agit de mon frère, je suis 1000 fois plus exigeant, 1000 fois plus euh, scrutateur et questionnant que si j'avais commencé une enquête sur le sujet de la mort sans être concerné personnellement. Il y a quand même apaisement, il y a quand même quelque chose. Ce que je voulais souligner, c'est que c'est pas juste un travail de simplement de journal. Enfin, il y a le travail de journaliste. Tu veux savoir quelque chose, mais ça répond à essayer d'apaiser quelque chose qui va au fond te continuer après ce travail sur la vie après la mort, à te poser d'autres questions, qui va te conduire à explorer tes vies précédentes, puis ce qui va devenir euh, un traumatisme oublié dans ce livre-là. Donc je vois quand même une continuité de quelque chose qui te taraude, où tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche de vivre, et que le questionnement essaye de répondre et là, il y a quelque chose qui m'empêche de vivre. C'est ça que je voulais nommer. Oui, Ton mais approche, c'est clair que ton approche est celle d'un journaliste, toujours, et dans ce livre-là aussi, tu t'interroges, tu te questionnes, mais ça, je trouve que le poids euh, d'existence, l'intensité de sincérité vient du fait que c'est pas juste un intérêt extérieur, ça vient ah oui, enfin, on sent à des moments que ton questionnement, t'en as besoin pour continuer à vivre, que c'est impossible de continuer à vivre sans avoir cette réponse-là. Ou cette réponse, c'est peut-être mal dit, mais cette exploration-là, en tout cas, ce questionnement-là. avec pour moi
une espèce de fil directeur euh, qui m'a été inspiré par plusieurs personnes, dont ce monsieur et dont un certain philosophe qui s'appelle Fabrice Midal, qui dit euh, que l'apaisement et la vérité ne vient pas dans le confort, mais vient dans l'inconfort, et vient dans la mise en danger. C'est clair. Et ça, quand je l'ai lu chez toi, ça a résonné énormément, parce que pour moi, c'est tellement vrai, c'est tellement fort. C'est pas en s'enfermant progressivement dans une sorte de modèle confortable qu'on va trouver les solutions. C'est au contraire en déchirant sans relâche les voiles des apparences, quitte à ce que ça fasse mal, quitte à ce que ça soit compliqué, quitte à ce que ça déstabilise jour après jour. Et en fait, mon travail, c'est un travail de déstabilisation permanente. C'est-à-dire, dès que j'ai l'impression d'avoir trouvé un modèle, dès que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me satisfait, je me dis qu'il y a un bug, c'est pas possible, je dois avoir mal compris quelque chose, il faut que je remette ça en danger. Et les états modifiés de conscience, le chamanisme, le travail avec des substances psychédéliques, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, notre mental, et ça je l'ai découvert en travaillant sur les neurosciences, notre cerveau est une machine à nous, à nous rassurer, à nous enfermer, à réduire le monde pour qu'il soit confortable, supportable, tranquille et qu'il n'y ait rien qui vienne le chahuter. Notre cerveau, il est câblé pour faire ça, en fait. C'est vraiment ça. Et, et la méditation est un moyen qui permet justement à notre cerveau de se dire, allez, tu as des schémas, tu vas te calmer un petit peu avec tes schémas, on va les mettre en sommeil, on va faire autre chose. Les psychédéliques font ce que la méditation fait, sauf qu'une prise de psychédélique va te faire en 4 heures de temps ce que propose 20 ans de méditation assidue. Ah, je dirais pas ça, mais bon, Oui, c'est bon, d'autres questions. c'est un autre débat. C'est Oui. pas tout à fait. Tu Ils connais font mieux la pas. méditation que moi. Ils font pas tout à fait la même chose. Non, ça ne fait pas tout à fait la même chose. Mais Là, c'est une autre question. Mais, ouais, mais on a parlé là donc de l'intérêt pour les expériences de mort imminente, l'interrogation dessus, ce qui va te conduire à plein de travaux, de recherches, et de fonder l'inexploré. Et à quel moment vient l'intérêt pour les psychotropes dont tu viens de parler, comme exploration de la conscience? Au fond, là, c'est-à-dire, d'abord, il y a les NDE, et puis il y a toute cette expérience, et puis à un moment, tu as envie d'explorer la conscience, et disons, la voie que tu vas adopter. ça vient très tôt, c'est-à-dire que en faisant mon travail de journaliste sur la question de la mort, de la conscience, en allant voir des neuroscientifiques, des médecins, en travaillant sur les EMI, je comprends assez rapidement qu'il y a autre chose, que la conscience est certes mystérieuse, mais elle ne se réduit pas à l'activité cérébrale du cerveau, et qu'elle survit très probablement après la mort du corps. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Et il faut essayer de comprendre, il y a débat, il y a polémique, on peut être sûr de rien. Enfin, on est dans la science. La science, ce n'est pas un monolithe de certitude, c'est un mécanisme de questionnement de la réalité. Et donc la science de la conscience, elle est vraiment aujourd'hui en perpétuel mouvement. Et, et moi, je trouve la posture scientifique, euh, par rapport à l'ampleur de mes questions, un peu limitée. Euh, c'est le constat que font les physiciens, notamment les physiciens quantiques, qui sont peut-être les plus avancés dans le questionnement de ce qu'est la réalité. Ils arrivent à un point où ils se disent, bon, bah, la réalité, elle est inconnaissable en fait. Elle est inconnaissable. Sauf que moi, j'ai pas envie que mes réponses soient inconnaissables. J'ai envie mes questions, pardon, soient irrésolues. J'ai envie de réponses à ces questions-là. Et, et dans ce moment où je trouve que l'approche purement scientifique est limitée et me frustre, j'entends parler du chamanisme et j'entends qu'avec notamment des techniques un peu musclées et puissantes du chamanisme amazonien utilisant l'ayahuasca, qui est un breuvage psychoactif, on peut aller dans ce monde des esprits. Donc moi j'entends ça, basiquement, ok, tu vas boire un truc et tu vas voir apparaître soudain des esprits, tu vas voir apparaître soudain ton frère. Eh ben j'y vais. Donc c'est intéressant de montrer que d'abord la question c'est de voir ton frère et qu'on est dans la continuité de ce fil. Ça. Donc c'est exactement important. Ça. Mon frère est sans doute quelque part ailleurs, il n'a pas disparu. Les chamans ont l'air de proposer un moyen d'aller le voir en buvant juste un truc. Bah, génial, j'y vais, je fonce. Disons aussi que c'est comme ça qu'au début on s'est rencontrés, puisque tu m'as invité à faire une conférence sur le bardo todol, puisque moi j'étais formé à la tradition tibétaine.
C'est une les conférence? auditeurs, les gens qui nous voient vont comprendre le lien avec ce que tu disais. Et donc, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est pour que je fasse une conférence sur ce texte que je connaissais bien, puisque donc moi, j'étais formé de manière assez traditionnelle au monde tibétain pour parler de ce que dit le Bardo Todol sur ces expériences-là. Ouais. Voilà, c'était ça. Et donc, donc, tu commences comme ça l'exploration sur les psychédéliques. Sauf que, et c'est ce qui nous rapproche effectivement du bardo, c'est que quand je fais ces premières expériences chamaniques, c'était il y a 15 ans de ça, je suis en Amazonie, c'est des expériences extrêmement déstabilisantes, extrêmement puissantes. C'est des expériences en fait qui te font mourir, qui te font mourir. Alors physiquement non, tu crains rien, sauf que ton esprit croit vraiment qu'il meurt. Et je traverse sans le savoir, sans comprendre, ces mondes du bardo qui sont décrits dans le texte tibétain. Euh, et je comprends rien. Et je suis absolument submergé par, par cette découverte de ce nouveau monde qui mélange de façon indistincte à ce moment-là mon monde intérieur avec ses blessures, ses désirs, ses fantasmes, ses peurs, tout ce qu'il crée à l'extérieur, et ce monde extérieur qui apparaît aussi d'une façon, mais tout est noyé, tout est incompréhensible. Et pour moi, il va falloir vraiment des années avant de pouvoir commencer à opérer un peu de discernement sur ce qui se passe. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que je fais un premier voyage en Amazonie voilà, il y a 15 ans de ça, avec des expériences extrêmement violentes et déstabilisantes. Et 3 mois après, je suis en Inde avec des lamas pour travailler justement sur le bardo todol. Et je suis estomaqué de découvrir que ces états euh, psychologiques d'une puissance submergente sont décrits précisément dans ce texte. Et c'est ce qui me éveille ma curiosité. Et effectivement, je découvre complètement par hasard que mon frère Thomas, qui est décédé, avait dans sa bibliothèque un petit exemplaire du livre Bardo de Shogam Trungpa, que je lis, je découvre Trungpa, je découvre une approche qui me bouleverse par rapport aux mièvreries, désolé, que j'ai lues dans Bien d'autres sûr, textes bouddhistes. bien sûr. J'ai l'impression de découvrir un type extraordinaire. Là-dessus, je tombe sur la biographie que tu lui as consacrée au Seuil, qui est un livre qui me marque profondément. Et puis j'ai la chance de te rencontrer. Et voilà. Après, tout se découle. Et cette conférence que tu as faite sur le bardo était extraordinaire. Je crois qu'elle est encore disponible sur le site de l'INRES. euh, Parce on était au-delà de toute. Enfin, on était dans une vraie intelligence, on était dans quelque chose qui dépassait ce gloubi-boulga bouddhiste qu'on nous vend dans tellement de livres en Occident. On était dans de la connaissance et de l'intelligence. Enfin, c'était vraiment, j'invite les gens qui nous écoutent à aller sur le site de l'INRES pour retrouver cette conférence, elle est accessible. Voilà. Donc, tu explores les psychédéliques pendant des années. Et puis, on va venir à ce livre-là. Et donc, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, tu te découvres une maladie auto-immune et, et ça va titiller quelque chose. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais disons. Et là, alors tu en prends depuis très longtemps, tu as essayé plusieurs expériences avec les psychédéliques, il se passe là quelque chose. En fait, oui, j'ai travaillé. Alors, je ne travaille pas régulièrement parce que je pars à l'étranger pour faire ça, parce que c'est interdit. C'est des substances qui sont malheureusement interdites en France, et donc je n'en fais pas la promotion. C'est pas anodin du tout. Ça demande à être vraiment encadré. Donc, des cadres existent, soit dans le cadre chamanique en Amazonie, soit dans le cadre de la psychothérapie assistée à l'étranger, aux États-Unis, par exemple. Et donc, moi, jusqu'à présent, j'ai essentiellement travaillé dans la voie chamanique en allant. Je suis allé à plusieurs reprises en Amazonie ces dernières années. Euh, Je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui nous regardent. J'ai fait 2 entretiens sur ma chaîne sur les aspects thérapeutiques des psychédéliques et comment aujourd'hui c'est intégré dans plein de formes de soins dans plein de pays. Donc voilà, je renvoie à ces deux vidéos. et, et donc, effectivement, comme tu le dis, depuis 8 ans, j'ai déclaré une maladie auto-immune qui a des crises inflammatoires assez pénibles de temps en temps. Euh, j'ai par ailleurs des moments un peu dépressifs, dont je ne comprends pas trop d'où ils viennent. Donc il y a en fait quelque chose qui ne va pas. En fait, toute ma vie, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Sauf que toute ma vie, comme beaucoup de gens, bah, je fais avec, quoi. Je gère, je vis,
je me consacre à mon activité professionnelle, je mets de l'énergie ailleurs. Sauf qu'en prenant un peu de l'âge, j'ai peut-être un peu moins d'énergie pour camoufler ce truc qui ne va pas, et ça m'envahit par cette maladie, ça m'envahit par des moments dépressifs. C'est pénible, mais c'est là et je ne sais pas quoi faire. À chaque fois que je fais des expériences chamaniques, j'essaie de creuser un peu ça. À chaque fois que je rencontre un psy, qui a une relation d'amitié qui se fait, j'essaie de creuser un petit peu, mais je ne trouve pas forcément de solution. J'ai bien conscience, notamment grâce au travail que fait ma femme, Natacha Calestrémé, que les maladies sont des messages. C'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais il y a quand même un fond de vérité qui est très fort. C'est-à-dire que le corps exprime quelque chose que l'inconscient n'arrive plus à camoufler. Donc, qu'est-ce que mon corps essaie de m'exprimer à travers ces crises inflammatoires? Je ne sais pas. Je sais pas. J'explore des pistes, j'ai l'air de trouver des solutions, mais visiblement, ce n'est pas ça. Donc, c'est présent, ce n'est pas obsédant au quotidien, c'est juste pénible, mais je ne sais pas quoi en faire. Et puis, dans le cadre du livre que je préparais, qui était un livre consacré aux relations entre cerveau et conscience, je découvre les recherches d'un jeune chercheur qui s'appelle Robin Carhart Harris, qui est un chercheur en neurosciences à Londres, qui a une formation de philosophe aussi, et lui s'intéresse aux expériences d'extase, il s'intéresse aux états modifiés de conscience, et surtout, il a réussi à convaincre un labo de faire une expérimentation pour voir ce qui se passe dans le cerveau au moment où il vit une expérience d'extase absolument colossale. Les expériences d'extase spontanée, on ne peut pas mettre les mystiques dans un IRM parce qu'on ne peut pas forcément commander ces expériences par définition. En revanche, avec certains psychédéliques comme la psilocybine par exemple, on peut induire ces expériences. Et en faisant une étude comparative, on s'aperçoit qu'elles sont en tout point similaires, même dans leur intensité, qu'elles soient provoquées par de la psilocybine ou qu'elles soient vécues spontanément. Donc ce chercheur a mis plusieurs volontaires sous IRM avec une injection de psilocybine, qui a déclenché une expérience d'extase vraiment, vraiment colossale. Donc, dissolution du moi, impression de faire corps avec l'univers entier, et une expérience d'une puissance difficilement descriptible. Et on monitore l'activité de leur cerveau pour voir tout ce qui s'allume dans le cerveau. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'au moment où ces gens-là vivent une intensité colossale dans leur conscience, tout cerveau. leur réseau cérébral baisse en activité. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est comme si tout d'un coup, on voulait allumer toutes les lumières de cet appartement en baissant l'activité électrique. On ne pourrait pas, on verrait toutes les lumières baisser d'intensité. C'est assez logique. Sauf que ce chercheur, en faisant cette expérience-là, apporte un élément qui étaye l'hypothèse que le cerveau n'est peut-être pas du tout ce qui fabrique notre conscience, mais un appareil qui a un tout autre rôle, qui aurait un rôle en fait de filtrage. C'était une hypothèse qu'avait déjà émise Bergson il y a plus d'un siècle, ou William James, de considérer le cerveau comme une sorte de valve de réduction, un appareil par lequel la conscience immatérielle, Je vois que tu fais un peu de infinie, philosophie maintenant. mais voilà, se réduit et finalement réussit à s'exprimer, mais en s'exprimant, elle crée aussi un sentiment d'individualité, elle crée un sentiment de personnalité. Et Elle fige le temps et l'espace, pour elle reprendre fige le temps et ce que dit l'espace. Bergson. Ouais. Et ouais, c'était profondément stupéfiant comme intuition, parce que l'intuition de Bergson, d'après ce que j'ai lu, était basée en fait sur des faits scientifiques complètement faux aujourd'hui. Et malgré les faits scientifiques faux, il a une intuition qui est parfaitement juste. Euh, et Enfin, surtout, que la plupart des êtres humains, quand même, qui ont un peu de savoir, savent. C'est quand même un savoir très profond, que la pensée habituelle nous empêche d'avoir un rapport vivant. Bergson, il avait lu tous les mystiques, donc ça quand même, c'était d'abord ça. La science, bon, il regardait, mais il avait lu tous les mystiques avec intérêt, en trouvant qu'un philosophe, c'est intéressant de voir les mystiques qui témoignent justement d'états limites. Et puis, tous les artistes parlent de ce moment-là où... oui, mais on baigne, notre société au sens large, à oublier ça. baigne tellement dans une vision matérialiste du Clair, monde mais un philosophe, voilà, que... mais lui, ça l'avait intéressé de sortir de ça, sortir de ce... Alors, et c'était pas sortir du matériel, c'était, comme tu dis, c'était sortir d'une vision extrêmement mécanique et fausse. Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'était juste que le modèle que la société présente du fonctionnement de notre esprit, c'est évidemment pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il était étonné de voir, mais ce qu'on raconte n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mais depuis cette époque-là,
la science et les neurosciences se sont tellement construites, tellement développées, qu'elles ont excessivement renforcé le côté mécanique de la C'est clair. réalité. Donc aujourd'hui, sans même s'en rendre compte, notre pensée est influencée par une vision matérialiste des Incroyable. choses. Les Et gens n'ont moi, aucune idée de l'intensité là, je fais juste une digression, ce qui me rend fou, parce qu'on voit que la méditation aujourd'hui est entièrement comprise d'un point de vue mécanique. C'est-à-dire, on montrerait que la méditation aurait tel effet mécanique sur le cerveau, ce qui est quand même extrêmement étroit. c'est une part de la chose, mais c'est, comme tu dis, étroit C'est très par très rapport étroit. à C'est tout ce que très tu étroit. Et enseignes. en fait, c'est très étroit parce que c'est pas, comme tu dis, il y a autre chose que le cerveau. Il y a autre chose que ce mécanisme de contrôle et de gestion des phénomènes que découvre, comment s'appelle ce chercheur Robin Carr, Oui. Harris. Donc donc tu veux aller là-bas, Je veux aller là-bas parce que d'autant plus avec, que, juste d'abord dans une sorte de curiosité. oui, avec l'envie d'essayer, parce que son expérience, surtout, elle résonne avec ce que vivent les expérienceurs de mort imminente qui vivent la même chose, en fait. Quand, pour ceux qui vivent une expérience de mort imminente dans des cas où leur vie est en danger, pendant un accident de voiture, un arrêt cardiaque sur une table d'opération ou que sais-je, leur cerveau baisse d'activité, voire cesse carrément d'activité. Et pourtant, ces gens-là décrivent une expérience extrêmement intense de conscience où ils sortent de leur corps, ils voient la lumière, ils baignent dans l'amour. Enfin, c'est pas juste une hallucination, c'est pas juste un rêve, c'est une expérience transformatrice au possible. Donc, ça commence à faire beaucoup. Les expérienceurs de mort imminente qui se comptent aujourd'hui par millions, pour lesquels on a énormément de documentation, de témoignages qui attestent que dans des moments où notre cerveau est en souffrance, on vit une expérience plus intense que dans le réel. Voilà que ces expériences sur les psychédéliques montrent que pendant une expérience où on induit une expérience plus intense que le réel, notre cerveau baisse encore d'activité, ça commence à étayer. Donc moi, quand je lis ça, je me dis, mais génial, je veux essayer. Je veux essayer, je veux pas me tenir juste à rendre compte de ça. Je veux qu'on me donne une haute dose de psilocybine, puis je veux aller voir de l'autre côté ce qui se passe quand mon ego disparaît, qu'est-ce qui se passe quand Stéphane X meurt. J'ai envie de le voir dans mon vivant parce que je vais pouvoir revenir. Il y a quelques années, ça avait fait peur à ma femme, je voulais faire l'expérience interdite. Je ne sais pas si tu as vu ce film où des étudiants en médecine s'induisent des arrêts cardiaques parce qu'ils veulent voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ils s'arrêtent le cœur, et puis comme ils sont étudiants en médecine, ils se raniment. Et bon, après c'est une fiction complètement tartignole, mais le principe, moi, j'aurais aimé trouver un médecin qui accepte de me faire ça. J'ai pas cherché parce que ma femme m'a dit c'est hors de question. Sauf que là, avec ces expériences sur les psychédéliques, je peux le faire, et je suis à peu près sûr de revenir. Donc, j'essaie de contacter Robin Carr, mais ça ne va pas être possible avec ce labo. Et puis, en fait, tant mieux, parce que recevoir une dose de psychédélique, maintenant que je sais ce que ça fait, au milieu d'un IRM qui fait un boucan pas possible, je crois que j'aurais fait un très très bad trip, comme ça a été le cas d'ailleurs de Steven Lorez, qui dirige le Coma Science Group à Liège, qui a fait un très bad trip en faisant cette expérience. Et en fait, je découvre, grâce au livre que tu as publié de Michael Pollan et aussi de Stéphanie Chaillet sur les psychédéliques, qui sont des livres absolument extraordinaires, que je tiens à dire, euh, Incroyable. je découvre qu'il y a une communauté de psychothérapeutes, tant en Europe qu'aux États-Unis, qui travaillent clandestinement avec ces psychédéliques parce que ce sont des outils en psychothérapie qui sont extraordinairement efficaces, importants, et pour lesquels la recherche aujourd'hui, qui était très intéressante dans les années 50, 60, 70, reprend et va amener même à la légalisation de certaines substances. Donc je découvre cette communauté, et grâce à mes contacts, j'ai réussi à trouver une psychothérapeute qui va accepter de me recevoir. Ça m'oblige encore une fois à quitter la France et à faire cette expérience-là. Donc moi, mon objectif, c'est juste, je vais voir cette dame, elle est psy, c'est très bien, mais moi, ce que je veux juste, c'est qu'elle me donne une sacrée dose et que je vais voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort. J'en fais mon affaire et je reviens. Sauf qu'en arrivant chez elle, elle est psy, elle est bienveillante. Euh, le deal, c'est que je discute bien avec elle avant, on fait une promenade, j'arrive pas juste chez elle et puis elle me donne le truc, elle parle avec moi. Et en fait, en parlant avec elle, je me dis, ça vaudrait peut-être le coup de jouer le jeu quand même. Ça vaudrait peut-être le coup de, de mettre un peu à plat voilà, ce qui par ailleurs dans ma vie est compliqué. On peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Je vais non seulement voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort, mais en plus je vais peut-être trouver des solutions thérapeutiques. Et cette femme, Lénie, est absolument extraordinaire. Elle a cette force intérieure de la thérapeute, cette bienveillance. Et je vais commencer plusieurs expériences avec elle. Et à la troisième expérience, où là, on est passé à une dose très conséquente de champignons, de psilocybée,
euh, mon ego va se dissoudre, euh, mais dans cette espèce de danse où le monde intérieur, le monde extérieur, les frontières, les membranes de notre individu commencent à se dissoudre, c'est pas juste notre individu, pouf, qui est catapulté dans le monde de l'au-delà. On n'est pas dans une espèce de dualisme un peu bêta comme ça. On est dans une dissolution des frontières, une dissolution des frontières du temps et des frontières de l'espace. Donc l'intérieur devient l'extérieur devient l'intérieur, ces deux se mélangent. Et donc ce qui est dans notre vie quotidienne, caché au fond de notre inconscient, commence à réapparaître aussi, commence à se mélanger. Et je comprends ce jour-là pourquoi je suis un intellectuel si crispé, je comprends pourquoi j'ai un mental si puissant, qui fait de moi un bon journaliste, un bon schizophrène, mais qui fait aussi de moi quelqu'un de coupé d'une partie de lui-même, parce que tout d'un coup, pendant cette expérience si puissante, une mémoire d'abus sexuels m'explose au visage et réapparaît. Tout d'un coup, l'image par elle-même est très parcellaire. Je vois juste un homme dont je sais parfaitement qui c'est, et je me vois moi, enfant, et je sais que cet homme a abusé de moi, je sais que ça n'a pas été qu'à une seule reprise, je sais que la vision que j'ai, je dois avoir 8 ans, mais je sais que ça a commencé beaucoup plus tôt, et toute cette information arrive comme ça, comme une de ces roses que tu as en rez-de-chaussée de ton immeuble qui sont magnifiques, comme une rose qui s'ouvre et qui déploie une connaissance. Et là, c'est comme si pendant cette expérience, pendant les minutes de cette révélation, tout se mettait en place et tout devenait compréhensible et clair. Ok, ok, je comprends pourquoi il s'est passé ça quand j'avais été là. Je comprends pourquoi j'éprouve des moments de dépression. Je comprends pourquoi parfois j'ai l'air si dysfonctionnel dans mes amitiés, dans ma famille. Tout d'un coup, tout devient clair. Et c'est ce qui caractérise aussi la puissance de ces états noétiques, de ces états où on accède à une plus grande connaissance, de ces états psychédéliques, mais qui peuvent aussi s'expérimenter avec plein d'autres techniques Oui. psychocorporelles. Hein. Les psychédéliques ne sont pas l'unique voie d'accès à Alors, il y a des notre gens qui inconscient. ont réussi à retrouver cette part cachée d'eux-mêmes Bien dans sûr, des thérapies, il y a bien sûr, bien plein, sûr. Oui. Moi, j'ai suivi cette voie. Et en fait, voilà, dans les minutes qui suivent cette expérience, je suis dans un état de sidération, parce qu'il y a à la fois l'indiscutabilité de ce que je viens de réaliser, de ce que je viens de retrouver, et l'avalanche de doutes qui arrive instantanément. Comment est-ce que je peux avoir vécu un tel truc sans m'en souvenir absolument et dans les heures, les jours qui vont suivre, voilà, je vais être sidéré par ce que je viens de voir. et puis là, là, c'est ce que je trouve là, il y a tout un aspect qu'on a parlé dans notre entretien, il y a un autre aspect qu'il faut parler, qui est aussi le cœur du livre, c'est comment on fait avec un trauma, qu'est-ce que c'est un trauma, comment on vit un trauma, et le livre, au fond, c'est quand même aussi un chemin de guérison du trauma. On pourrait voir ce livre aussi. Donc il y a un livre à la fois pour comprendre quelque chose de la nature de la conscience, comment il faut sortir de la manière dont nous le pensons, mais il y a aussi ce que je trouve très bouleversant, très émouvant, très éclairant pour tout le monde, c'est que tu montres un chemin, tu vas décrire toutes les étapes pour une forme enfin, jusqu'à la fin du livre, avec comment ne pas être détruit par ça, on- comment retrouver un rapport à l'amour malgré le trauma. Au fond, on pourrait dire, c'est un livre sur l'amour, sur comment garder un lien à l'amour malgré quelque chose qui abîme l'amour et de ne pas renoncer. Et donc tu décris des choses que la littérature sur le trauma explique, mais en l'incarnant, donc le côté insoutenable, le côté c'est à la fois une libération parce que tu comprends, mais c'est aussi quelque chose d'insoutenable. Il y a toute la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, donc ça, tu parles très en détail de cette question, de comment tu vas faire une enquête extrêmement détaillée. C'est très très bouleversant parce qu'il y a t'as tout le lien avec ta mère, tu sais pas si tu dois lui en parler ou pas,
ce qui fait que je dois... c'est très poignant. Il y a aussi le lien avec ta mère, l'amour pour ta mère, ce lien. Et peut-être on pourrait... je trouve qu'il ne faut pas trop en dire, il faut que les gens lisent le livre. Et ce qui est poignant et ce qui est aidant pour les gens, c'est justement la précision avec laquelle c'est presque un journal de bord qui raconte ça. Et donc, voilà, parce que ce n'est pas des grands principes, c'est vraiment une sorte d'attention fine et d'honnêteté pas à pas qui permet de travailler avec quelque chose qui est juste insoutenable. Mais peut-être qu'il y a des choses, il y a peut-être quelques étapes ou quelques points que tu veux... Pour moi, une des choses les plus importantes, c'est la découverte de cette question de l'amnésie traumatique. Parce que vraiment, dans les premiers jours qui suivent cette expérience, je rentre chez moi en France, je rentre à la maison et je suis déchiré. Déchiré parce que la psy, une fois que je lui ai révélé ce que je venais de voir et ce que je venais de vivre, a essayé de m'inciter à rester sur l'émotion, d'exprimer cette émotion. Elle a parlé du petit garçon en moi, elle a parlé du petit Stéphane. Elle m'a dit il faut qu'il s'exprime. Il s'est tu manifestement très tôt, en amnésiant tout ça. Il faut que cette douleur soit exprimée. Parce que ce qui est curieux, c'est que mon premier réflexe en vivant cette expérience, instantanément, c'est de me dire c'est stupéfiant. oh le pauvre, En parlant de l'autre. en passant à mon agresseur. Immédiatement, quand j'ai cette image, je suis triste pour lui, parce que je me dis, oh là là, mais là, il doit se porter ça, lui. Oh, il doit se porter la culpabilité de m'avoir fait ça. Oh là là, le pauvre, comment je pourrais le soulager? Et là, dès que j'exprime ça à la psy, à Lénie, elle me regarde et elle me dit, mais c'est bien de penser à lui, mais le petit garçon en toi, là, exprime ce que tu veux peut-être. Et voilà, je découvre que le pardon que j'aurais voulu spontanément envie d'exprimer tout de suite n'était pas du tout un pardon, c'était juste encore un moyen de taire ma souffrance et de me maintenir à distance de ce traumatisme. Donc c'était contre-productif. Donc dans les jours qui suivent, j'essaie d'être attentif à l'invitation de Lénie. Et là, je fais une parenthèse, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, et ça c'est important, que le rapport habituel que nous avons au bonheur et au bien-être, et en fait, nous empoisonne, parce qu'il nous empêche d'être vrai, d'être sincère. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et avec ce qui te frappait dans ce que j'essaye de dire dans mes livres. Il faut que je reste à l'écoute du petit garçon, de sa souffrance. Il faut rentrer dans la douleur si on veut pouvoir en faire quelque chose, sinon... Ouais. Sauf que je ne peux pas le croire en même temps. Là, c'est pas tant la douleur que je veux refuser, enfin, bien qu'elle soit déstabilisante, mais inconsciemment, si, c'est ça, inconsciemment, je cherche... Mais c'est insoutenable. Mais en même temps, comment je peux imaginer avoir vécu des trucs pareils et ne pas m'en souvenir? Comment je peux imaginer qu'un homme de ma famille ait abusé de moi à plusieurs reprises sans que ça ait éveillé, l'attention de mes proches? Ça, malheureusement, c'est le cas tout le temps, donc c'est pas anormal que mes parents n'aient rien vu et que mes proches n'aient rien vu. Ces criminels-là savent très très bien faire ça discrètement. Mais moi, comment j'ai pu ne jamais avoir un indice, avoir une mémoire, etc. Et donc, dans ces premiers jours qui suivent, je suis déchiré parce que je sais que ce petit garçon en moi existe et qu'il a souffert. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que le scénario qu'il m'a envoyé n'est pas tordu? Est-ce que c'est vraiment cet homme? Est-ce que c'est vraiment ces actes-là? Est-ce que c'est vraiment ci? Est-ce que c'est vraiment ça? Et ces journées-là, je marche dans mon jardin, je pleure de détresse parce que je m'en veux de ne pas le croire, de ne pas croire moi, mais en même temps, j'ai besoin de preuves. Je suis sans doute comme ça doit se passer dans un tribunal, c'est-à-dire qu'il y a un procureur qui veut absolument qu'on écoute le petit garçon et sa souffrance, et un avocat de la défense qui dit « mais attendez, il faut que vous apportiez des éléments concrets, parce que vous ne pouvez pas condamner cet homme pour juste des impressions, juste des images vues pendant une expérience psychédélique ». Et cette cour de justice, elle me déchire le cœur, Et Lénie et ma femme aussi me disent « laisse ça de côté pour l'instant, laisse la décision de côté, laisse l'enquête de côté parce que ça va être trop dur. Écoute cette souffrance, laisse-la juste s'exprimer. » Et donc je l'exprime, je fais des protocoles. Natacha, ma femme,
a mis en œuvre des protocoles de libération énergétique pour couper des liens avec des souffrances du passé. Et elle m'accompagne merveilleusement bien dans ces quelques jours. Je fais des expériences très très puissantes de guérison, de récupération de mon âme, parce que ce que je découvre aussi, c'est que ce que les chamans appellent le fractionnement d'âme, les psychiatres appellent ça la dissociation traumatique. Et en gros, on parle de la même chose, c'est-à-dire quand on vit quelque chose de difficile, un bout de nous s'en va. Un bout de nous se dit « Oh là là, c'est trop nul ici, je m'en vais, ça fait trop mal, je me casse ». Donc les chamans figurent ça comme une sorte de bout d'âme ou de part de notre âme qui quitte ce monde et qui repart dans le monde des âmes. Et donc il y a une forme de liaison qui n'existe plus, donc on est incomplet. Et les psychiatres ont les mêmes mots quasiment pour parler de dissociation, pour parler de perte d'énergie, de perte de tonus. Et moi, j'ai eu l'impression toute ma vie de n'avoir que 30% de mon énergie. Je suis parfois fatigué alors que je n'ai pas l'impression d'avoir fait des tonnes de choses dans la journée. Enfin bon, bref. Et donc, avec Natacha, dans ces premiers jours, voilà, l'urgence, c'est de récupérer mon âme, de récupérer mon énergie, de récupérer mon intégrité. Et ce qui est curieux, c'est qu'après un protocole où je récupère mon âme avec elle, je sors à nouveau dehors, dans le jardin, j'ai l'impression d'être lourd, j'ai l'impression de peser une tonne, comme si tout d'un coup, mon corps n'était plus celui que j'avais l'habitude de porter auparavant, mais comme s'il était habité de plus de choses, de plus de moi, en fait. Et, et voilà, une fois ce premier travail de guérison fait, dans les semaines qui viennent, je me dis, mais il faut que j'ai une réponse quand même. Il faut que je sache si c'est juste... Enfin, il faut que je sache le degré de réalité de cette expérience. Donc, j'essaie de me replonger dans le passé. Ma mère vient en vacances chez nous, donc j'essaie de la questionner, non pas sur l'événement, parce que ça, je ne veux pas du tout lui dire pour ce moment-là, mais je veux essayer de voir si elle, comme ça, lâcherait une information. Je lui demande de descendre les albums de photos de notre enfance, que je feuillette en essayant de trouver. Et là, en fait, les albums, on les fait inverse, c'est-à-dire que les albums rendent mon enfance normale, réelle, parce que dans ces photos, il n'y a rien d'anormal. Il y a juste un gamin qui sourit parfois, qui sourit pas parfois, il y a ma famille, il y a mon proche, il y a même cet homme qui est présent sur une ou deux photos. Donc ça me détruit encore plus parce que je me dis mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Sauf que on est aidé quand même. On est aidé et je parle dans ce livre d'un arbre qui m'aide. Ça fait peut-être très bizarre de dire ça, mais pour moi cet arbre a eu un rôle colossal dans cette histoire-là. Je laisse éventuellement les lecteurs le découvrir parce que je ne voudrais pas être trop maladroit et c'est tellement subtil que je préfère. Mais il s'est passé une autre synchronicité aussi qui a eu un poids assez important. Et je pense que l'univers voilà, nous aide parfois pour nous donner des éléments quand on est tellement déstabilisé. Et cette synchronicité, c'est que un peu plus d'une semaine après avoir vécu cette expérience, je suis allé chercher ma mère en région parisienne et je la redescends chez nous dans le Lot. Et sur l'autoroute en voiture, presque à la sortie de l'autoroute, alors que je roule, un camion déboîte un autre camion, m'oblige à ralentir, et ce camion double l'autre camion. Et sur le camion, en immense, est marqué le nom de la personne qui m'a abusé, son nom de famille. C'est pas un prénom usuel, c'est pas un nom facile qu'on trouve, c'est la seule et unique fois de ma vie où je vois ce nom de famille sur un camion. Et là, je suis choqué de voir ça. Et ma mère même me fait remarquer, elle me dit « Oh, regarde, c'est le nom de un tel ». C'est une synchronicité, c'est-à-dire que c'est... tous les rationnels qui écoutent cette émission vont dire « Oui, bah, c'est une coïncidence ». Sauf qu'une coïncidence qui a un sens tellement fracassant à ce moment-là, ça s'appelle une synchronicité. Et le sens que je lui donne à ce moment-là, c'est pas « Oh, c'est bon, j'ai une preuve. Oh, c'est bon, je suis sûr ». C'est « Ok, il s'est passé quelque chose de vraiment important. Ne t'en débarrasse pas d'un revers de la main. Continue à travailler, continue à écouter cet enfant. Il se passe quelque chose d'important. Tu es sur la piste, quoi. C'est pas anodin. C'est pas anodin. » Et donc, comme tu l'as dit, je vais passer les semaines qui suivent, les mois qui suivent à essayer d'enquêter de façon la plus cartésienne et constructive possible. J'ai fait il y a quelques années un test avec des médiums à qui j'ai proposé, sans qu'ils le sachent, de communiquer avec mon père après sa mort. Et ça a donné un livre, le test, qui montre que ces gens-là sont capables de communiquer avec des défunts. Je me suis dit, tiens, est-ce que... Il pourrait dire quelque chose sur cet homme. Voilà, ils ont des capacités extrasensorielles, ils communiquent avec des défunts, mais ils sont aussi capables d'obtenir des informations. Est-ce que si je fais un test
en leur montrant la photo de cet homme, en leur disant quand même qu'il est vivant, je ne veux pas les piéger, il se passerait quelque chose. C'est très impressionnant. Et c'est bouleversant parce que... Mais il y a deux choses dans le livre. Il y a toute cette recherche-là, et puis il y a aussi le travail sur l'amour, le travail des protocoles que tu fais avec ta femme, comment écouter la voix en toi, comment laisser l'enfant blessé en toi parler, comment l'accompagner, comment avoir de l'amour pour lui, comment l'écouter, comment ne pas rester prisonnier laisser la haine venir contre l'agresseur, comment ne pas rester enfermé dans la haine. Moi, je trouve ça aussi, c'est tout un autre chemin dans le livre que je trouve aussi Pour moi, c'est un très livre important. spirituel. Oui, il y a cette nuance spirituelle au sens là de l'amour. Ça me fait plaisir que tu le soulignes parce que c'est effectivement pour moi une sorte de conclusion de toutes ces années de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers cette histoire, j'ai une sorte de preuve définitive que je suis un être spirituel, parce que je l'ai expérimenté dans toutes les dimensions de mon être. Aujourd'hui, à travers mon cheminement d'enquêteur, de journaliste, à travers la science, mais aussi à travers ce cheminement personnel, à travers le chamanisme, les psychédéliques, et cette épreuve traversée, je sais que je ne suis pas réductible à ce visage, à cet être, à cet individu. Je sais que cet homme qui m'a agressé n'est pas réductible à ce pervers qui est très âgé aujourd'hui. Je sais que... On n'en dira rien, mais tu le rencontres à la fin du livre. Oui, il est encore vivant, et pour moi, il était absolument impératif que j'aille le voir. On va rien dire parce que je veux laisser les gens le découvrir quand ils liront le livre, mais bon, voilà, tu vas jusqu'au bout du... Mais là, c'est aussi au bout du processus de surmonter la violence qui pourrait venir de cette situation, Comme tu le dis si bien dans tes ouvrages, c'est dans l'inconfort que se trouve la clé de la guérison. Et l'inconfort d'aller confronter cet homme, ça a été tellement difficile. Mais c'était dans cette confrontation que se trouvait la clé. Il fallait que je le fasse, et je l'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, à travers ce cheminement, à travers tout ça, je sais que je sais que nous sommes des êtres spirituels. Donc, tu sais qu'on est des êtres spirituels, et tu sais, ce que je trouve aussi important, qu'on peut surmonter nos traumatismes. Parce que je pense que ça aussi, c'est une leçon très forte. C'est une leçon qui est rare, c'est quelque chose qui est rarement dit. On a un rapport au traumatisme qui est souvent un peu étroit. La spiritualité par rapport au traumatisme, c'est pouvoir... Enfin, j'ai un peu honte de parler comme ça, mais ça a une efficacité plus profonde que juste souvent le travail habituel, le psy, parce que ça rentre dans la profondeur de l'amour, dans la profondeur de l'expérience, dans la profondeur... Enfin, je trouve que ton livre témoigne aussi de ça. Enfin, je veux dire, les dernières pages sont extraordinairement bouleversantes dans la traversée tu aurais pu aussi rester dans le ressentiment d'avoir vécu ça, dans la haine d'avoir vécu ça, dans la plainte. Il y a quelque chose quand même qui se transforme. Parce que j'ai la chance d'avoir eu ce parcours, d'avoir été entouré. Tu sais, Boris Tu as Cyrulnik... été très entouré, ça c'est clair. Tu Ouais. oses demander de l'aide tout au long du livre. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire sur Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik parle de résilience, et j'ouvre le livre avec une petite phrase de lui. La résilience, effectivement, nous permet de constater qu'on peut traverser tous les traumatismes, mais il faut, et c'est son constat, il faut quand même avoir eu un petit noyau de bienveillance. Il faut pouvoir s'appuyer sur quelques ressources dans sa vie. Et moi, bien que mes parents n'aient pas vu ce qui se soit passé, pas une seconde je peux leur en vouloir, parce que justement les criminels, quand ils font ce type d'actes sur des enfants ou sur quiconque, se gardent bien d'en parler et de se faire repérer. Donc mes parents n'ont rien vu. Mais à côté de ça, ils m'ont offert un cadre aimant. Et c'est grâce au cadre aimant de mon père, de ma mère, que j'ai pu être résilient sur cette expérience-là. Chose que malheureusement ne peuvent pas avoir d'autres enfants qui vont avoir des contextes peut-être encore plus difficiles.
Et c'est pas évident, tu sais, Fabrice. Tu sais, euh, oui, une part de moi a suffisamment d'énergie et de force pour rester dans la lumière et rester dans l'évidence que si je vais dans la colère, c'est moi-même que je vais détruire. Mais euh, même si je sais que c'est dans l'inconfort, dans la déstabilisation qu'on trouve les clés, même si je sais de tout mon cœur que c'est en ouvrant des portes vers l'inconnu qu'on en apprend sur soi, plusieurs fois pendant cette expérience et pendant l'écriture du livre et après, confronté à la dévastation C'est clair. possible, je me suis dit si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Et j'en étais pas sûr. J'en étais pas sûr. Refaire quoi? Refaire cette expérience, Ah, aller c'est reprendre des clair. champignons. En même temps, je sais que oui, parce qu'en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression, en ayant mis en lumière tout ça, que j'ai franchi une étape et qu'aujourd'hui, il va être possible pour moi de guérir encore plus profondément de certaines choses. Mais, euh, mais l'amnésie traumatique, si ça existe, c'est parce que c'est d'abord un mécanisme de survie. Et si ça n'existait pas, si on n'oubliait pas, on mourrait. C'est clair. Je pense que c'est ça l'enjeu. C'est clair. C'est ce que m'ont dit des psys qui m'ont accompagné. Ils m'ont dit, tu n'as pas oublié parce que c'était c'était un peu difficile, tu as oublié pour survivre. Et pour finir, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que cette question qui me taraudait, mais comment on peut vivre des trucs pareils et ne pas s'en souvenir? Ben, on est des millions C'est dans clair, il ce y a des cas-là. millions de gens. Il y a C'est des clair. millions de gens, plus de 50% des gens qui ont vécu des actes incestueux dans leur petite enfance ont tout oublié. C'est ce que disent les psys qui travaillent, notamment Muriel Salmona, sur les traumatismes, sur les agressions sexuelles. J'ai été estomaqué de découvrir l'ampleur de ce phénomène. Donc on est des millions autour de nous à être infestés par un poison dont on ignore l'origine, à agir parfois d'une façon bizarre qui nous surprend, à avoir en fait un autre aux commandes de notre vie à des moments clés, à faire des mauvais choix peut-être, à s'auto-saboter, à dire des choses stupides, à, à rompre une relation de couple alors que c'était l'espace où on s'épanouissait, mais pour je ne sais quel démon intérieur, on va quitter ça, suivre nos pulsions. C'est pas nous ça. C'est un poison en nous qui est là, qui reste là tant qu'on s'en occupera pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que l'amnésie traumatique, c'est un obstacle entre nous et une plus grande part de nous-mêmes, un obstacle qui nous a permis de survivre, mais un obstacle qui nous empoisonne. Et si à travers son parcours, à travers ce livre, certaines personnes peuvent trouver des résonances avec ce qu'eux-mêmes traversent et peuvent avoir envie d'aller voir un psychothérapeute pour aller explorer peut-être certaines zones, peut-être certaines questions et trouver des solutions, j'en serais le plus heureux. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi, Fabrice. Voilà, j'espère que ce dialogue vous aura intéressé, ouvert le cœur et l'esprit. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, qui vont être absolument passionnants, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite.